Mi-août 2023, nous sommes dans le Michigan, c'est le dernier jour du meeting aérien de Thunder. Il y a eu énormément d'avions, du F-22, du P-51, du Corsair, du B-24, du B-17 et je vous en passe. Et là, c'est le MiG-23UB, une version biplace. Son petit nom OTAN, c'est le Flogger, présenté par un ancien officier supérieur, l'équivalent de lieutenant-colonel de l'US Navy, qui a fait la guerre du Golfe, plus d'une quarantaine de missions de guerre à bord d'avions bombardiers E-6, les fameux Prowler, et c'est Dan Filler, donc commandant de bord long courrier dans une grande compagnie nord-américaine, qui se retrouve, eh bien, en virage gauche, basse altitude, au-dessus d'un lac, à tirer la poignée d'éjection, la place arrière est éjectée, la place avant est éjectée, il finit dans le lac, son avion vient s'écraser juste à côté d'un complexe d'appartements, certains véhicules sont endommagés, mais c'est un petit peu le miracle de la mi-août, personne n'est sérieusement blessé et surtout aucun mort pour cet avion de quasiment 15 tonnes qui s'écrase avec une énorme explosion à la clé. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir rapidement sur le MiG-23B, sur quelques spécificités de cet aéronef, sur ce meeting aérien, sur le pilote et sur les cas probables qui ont pu amener à cette éjection pour ce MiG-23 qui, je vous le rappelle, est un monomoteur. Monomoteur conçu dans la fin des années 60, on est sur des productions entre 67 et 85. Si vous devez penser à un équivalent un peu version occidentale, c'est le F-111. On est avec le MiG-23 sur l'avion à géométrie variable, donc avec des ailes qui vont bouger en fonction de la vitesse que vous voulez atteindre. On a vu ça sur F-111, on a vu ça sur certains avions prototypes français. On a vu, vous connaissez forcément ça sur F-14. Et bien sûr, MiG-23, vous pouvez avoir les ailes, comme dans le cas de l'éjection, qui sont à 16 degrés. Et l'avion est pilotable jusqu'à Mach 0,8, donc basse vitesse, approche subsonique. Ça vous permet d'avoir une meilleure sustentation à basse vitesse. Et quand vous voulez aller chercher la vitesse maximum, Mach 2,35, ce qui en fait le 10e avion le plus rapide de tous les temps, eh bien là, vous mettez les ailes à 45 degrés ou encore mieux, à 72 degrés, ce qui vous donne une superbe pénétration dans l'air. Alors cet aéronef, c'est un avion dit de 3e génération. On est sur le premier aéronef soviétique qui a des capacités look down, shoot down, donc un radar qui peut voir les choses vers le bas, qui n'est pas gêné par le retour du sol et qui peut donc tirer sur des aéronefs plus bas que lui. Ça, c'était une nouveauté dans ces années-là. Vous avez un marché export qui a bien fonctionné. Comme je vous le disais, 5047 aéronefs fabriqués, donc dans l'Union soviétique, en Syrie, en Inde également, et après il a été remplacé par le MiG-27. En masse maximum, on est sur l'ordre de 17 tonnes. On est sur un avion qui a fait parler de lui déjà, j'en ai parlé sur la chaîne. C'était le 4 juillet 89 pour la fête nationale américaine. Un avion avait décollé de l'Union soviétique. Le pilote s'était éjecté et pendant 900 km, son avion avait continuer cap à l'ouest et pour finir sa route en Belgique, s'écraser en tuant un adolescent au sol. C'est également un avion qui a fait parler de lui en 1992 chez les Libyens parce qu'un MiG-23 de l'armée libyenne avait percuté un 727 à Tripoli faisant 157 morts. Et un peu moins connu, c'est le projet Constant Peg américain qui avait récupéré des avions du bloc de l'Est, qui les avait assignés à la 4477e unité qui faisait des études et c'est un général américain qui était décédé en 1984 dans le Nevada aux commandes d'un MiG-23. Un MiG-23 qui a 2-3 petits secrets quand même de fabrication assez sympas qui nous sont révélés d'ailleurs dans une vidéo YouTube par Dan Filler qui n'est qu'autre que le pilote dont je vous parlais. Donc 18 ans dans la Navy, 47 missions de guerre sur A6. Son premier vol, il avait 15 ans. Maintenant, du 777 chez United, lui, dans sa carrière, il a acheté 18 aéronefs de l'ancien bloc soviétique. Il en a revendu 10. Il en a au Texas, il en a en Floride, à Lakeland. Il est le seul, avant cet accident, à posséder un MiG-23 civil qui vole aux États-Unis en immatriculation expérimentale. Comme le Fuga que j'ai pu tester, l'experimental vous permet de contourner certains soucis de réglementation et de certification pour pouvoir voler dans l'espace aérien américain. Donc en expérimental, la FAA,
l'équivalent de la Direction générale de l'aviation civile version américaine, vous laisse piloter avec un avion qui n'a pas besoin en fait d'être certifié. Donc forcément, il y a des contraintes autour de ça, mais Dan, eh bien, arrivé à naviguer autour de ces contraintes, et il a une entreprise au nom bien trouvé, Unknown Aircraft Company, donc la compagnie des avions inconnus, et il a donc en reconstruction plusieurs MiG, plusieurs avions soviétiques, et il nous apprend pas mal de choses intéressantes, comme par exemple sa version, là c'est le UB, c'est donc une version d'entraînement, pour des raisons de centrage. Il n'y a pas de radar dans cette version biplace, donc à l'avant il n'y a rien, ça permet de gérer au niveau du centrage, mais le point le plus incroyable, c'est que le MiG-23B, regardez bien ses entrées d'air, c'est une copie conforme des entrées d'air du F-4 Phantom. Non! Dites-moi pas que c'est pour moi! Qui est un avion américain qui faisait 2 fois la vitesse du son, Mach 2. Les soviétiques ont fait du reverse engineering, se sont dit « Ah super, les entrées d'air du Phantom font du Mach 2 ». Ils ont donc fait un copier-coller des entrées d'air du Phantom. Les 1060 trous que vous voyez là, eh bien c'est copier-coller au trou près des entrées d'air du Phantom. Et le Phantom étant embarqué, il peut avoir à prendre la barrière d'arrêt en cas d'appontage. Et pour pouvoir passer avec le cockpit à travers la barrière d'arrêt, il fallait que ça découpe un morceau de la barrière d'arrêt, que ce soit l'aile qui vous stoppe et non pas le cockpit, sinon ça aurait pu tuer le pilote. Et donc il y a des systèmes entre l'entrée d'air et la peau de l'avion, le fuselage qui viennent découper, qui ont été réfléchis pour découper une barrière d'arrêt. Et le MiG-23, avion non embarqué, qui n'est pas censé prendre de barrière, a exactement la même chose parce que les soviets s'étaient dit, on ne sait pas à quoi ça sert, dans le doute, on refait pareil. Donc c'est quand même un petit nice fact assez sympa sur le MiG-23, qui est donc un avion bisonique avec une entrée d'air très made in America. Toujours est-il, cet aéronef, il va pouvoir voler à peu près 1h30, il va embarquer 4400 litres. Quand il est léger en meeting aérien, il arrive à avoir un rapport poids-poussée de l'ordre de 1. En termes de vitesse, il va approcher vers les 170 nœuds, il va toucher 135, 145 nœuds. Il peut pas trop faire de freinage aérodynamique parce que sinon l'arrière risque de frotter. Et il a néanmoins un parachute et des freins qui peuvent être refroidis à l'eau. S'il utilise le parachute, il va falloir le reconditionner derrière, ça prend 1 heure à ranger et il ne faut pas le sortir à plus de 190 nœuds. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'il y a 2 systèmes hydrauliques, il y a un seul circuit, l'hydraulique 1, mais en cas de souci, vous avez un système de boost qui va venir vous permettre de piloter l'avion avec une manœuvrabilité beaucoup moins bonne, mais ça permet de sortir le train et ça permet de ramener l'avion en toute sécurité. Un petit point intéressant quand même avec cet avion, c'est une spécificité, c'est qu'après décollage, il décolle sur la post-combustion, il va devoir accélérer à plus de 324 nœuds. Pourquoi plus de 324 nœuds sur l'APC? Parce qu'au moment où il va couper la post-combustion, au niveau de la tuyère, la section variable, ce qui vient bouger entre post-combustion et pas post-combustion, c'est géré non pas par l'hydraulique mais par de l'essence en fait, et il peut y avoir des pannes. Et donc quand vous quittez la post-combustion, si vous avez une panne au niveau de cette section variable au niveau de la tuyère, il y a toute une procédure à faire avec notamment un bouton sur la gauche à passer, et donc le temps de faire toute cette procédure, vous perdez environ une centaine de nœuds. Donc c'est un petit talon d'Achille, on verra avec le compte-rendu du NTSB, l'équivalent du BEA américain, si ça a pu poser un souci dans ce cas-là, mais c'est un petit talon d'Achille de cet avion. Dans tous les cas, c'est un aéronef où la place avant a été américanisée, donc tout était en anglais. Il a fait des modifications dans le cockpit qui est resté vert. Il semblerait que la couleur verte a été choisie par les soviétiques parce que ça calme les pilotes. En place arrière, il avait un passager, on n'a pas encore d'informations sur lui, mais ce qu'on sait, c'est que vous avez très peu de visibilité en place arrière et qu'à basse vitesse, vous pouvez avoir un périscope, comme sur Fuga, pour y voir devant. Cet aéronef avait eu un souci il y a quelques semaines lors du meeting aérien fin juillet de Oshkosh. Il avait perdu un morceau de sa verrière qui était tombé. Il y a des photos qui sont sorties. Il n'y a pas eu de blessés. Il a pu se poser en toute sécurité. Et là, d'après le NTSB, il a fait un premier passage rapide. Il devait en faire un total de 3. Et c'est entre le premier passage rapide et le troisième, eh bien, qu'ils se sont retrouvés dans ce virage gauche en décélération avec le moteur que l'on entend qui a toujours l'air de fonctionner, mais probablement à un régime assez réduit, et où ils ont pris la décision eh bien, de s'éjecter. Et c'est le siège éjectable KM1 qu'on retrouve sur MiG-21, MiG-23, MiG-25 et MiG-27, qui est l'ancienne génération qui n'est pas 0-0, ce que veut donc dire qu'à l'arrêt au sol, une éjection ne va pas vous permettre de survivre. Il vous faut de l'altitude, il vous faut de la vitesse, il faut être dans le domaine du siège éjectable pour pouvoir l'utiliser, contrairement au KM3, qui est une évolution après qu'on retrouve sur MiG-23M pour les spécialistes, mais là c'était pas le cas. Et donc il faut être dans le bon domaine d'éjection. Donc vous pouvez pas attendre le dernier moment pour sortir malheureusement. On l'a vu avec les Snowbirds pendant la Covid, avec l'éjection d'un des tutors. Si vous n'êtes pas dans le domaine du siège, il n'y a pas de survie. Toujours est-il, ce jour-là,
Ce meeting aérien, c'est le Yankee Air Museum qui l'organise. On est sur une petite ville, hein, on est à Yimpismli, donc c'est vraiment une petite commune de 20 000 habitants, mais le meeting est énorme et une grosse présence canadienne. Pourquoi? Parce qu'on est juste à côté du Canada, donc il y avait le F-18, F-118 canadien, on avait également du F-16, du KC-135, on avait du P-8, enfin bref, énormément de choses. Et si vous voulez faire un tour en B-17, en 747, en UH-1, en B-25, c'est possible pour environ 500 $. Sur ces meetings-là, ils peuvent vous amener en vol. Toujours est-il, cet accident, à quoi est-ce qu'il peut être dû? On voit l'avion qui est en virage vers la gauche. Point intéressant par rapport à toutes les autres études qu'on a pu faire sur cette chaîne, vous voyez qu'au moment de l'éjection, il n'y a pas de couple à piquer de l'aéronef. Le MiG-23 est à ma connaissance un des rares chasseurs qui, en cas d'éjection du pilote, ça ne fait pas un couple à piquer de l'avion. On l'a vu justement en 1989 avec ce crash en Belgique, le pilote s'était éjecté, l'avion avait continué tout droit. Donc à voir s'il était au pilote automatique ou pourquoi, mais c'est un avion quand même assez costaud et très très stable dans sa trajectoire. Généralement, on voit les avions descendre après. Les soucis ils peuvent venir des commandes de vol. Commande de vol bloquée, vous ne pouvez pas bouger, ce qui pourrait expliquer ce virage gauche constant, mais probablement, nous sommes sur un monomoteur, et d'après certains témoignages du NTSB, le réacteur ne donnait pas toute la puissance nécessaire. Donc on est sur un réacteur assez ancien, même si les Russes ont l'habitude de très bons moteurs. Si vous avez une collision aviaire, on l'a vu même un Airbus A320, même avec Sully, il va perdre. Donc il y a un moment, le réacteur va manger des oiseaux, va perdre en performance, peut se manger un petit peu lui-même et vous allez être forcé de vous éjecter. Vous pouvez avoir un souci réacteur plus classique ou sinon derrière, vous pouvez également avoir des soucis liés au carburant, contamination de carburant ou des choses comme ça. Donc 3 grosses hypothèses. La première, c'est un souci de collision aviaire, assez classique malheureusement sur un monomoteur. C'est passé par l'entrée d'air du F4, ça n'a pas aimé, des oiseaux, ça peut arriver. Deuxième possibilité, souci au niveau du réacteur, qui est un réacteur ancien, qui est entretenu à l'ancienne. Et troisième possibilité, eh bien, ça va être peut-être du carburant, un type de carburant qui ne fonctionne pas. Donc le NTSB rentrera dans les détails. Ce qu'on peut retenir d'un point de vue technique de cette éjection, c'est que le pilote fait le choix d'être en virage par la gauche ou pas. En tout cas, il maintient ce virage par la gauche. Pour une éjection, ce virage par la gauche, ça peut permettre d'amener l'avion vers une zone non habitée. On voit que ça tape pas loin, donc dire que c'est lui qui a précisément visé à côté du bâtiment, j'ai envie de dire, il y a peu de chance. Moi, je pense que l'équipage était au-dessus du lac, a voulu s'éjecter au-dessus du lac. Je vous rappelle que c'est un ancien de la Navy, il est donc entraîné à l'amérissage sous voile, et c'est généralement là où vous voulez mettre votre avion. Typiquement, vous faites le défilé du 14 juillet, vous avez un souci au-dessus de Paris, vous allez vers la Seine, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous voulez éviter les bâtiments. Donc le virage gauche permet de faire descendre l'avion. Ensuite, derrière, si vous avez un aéronef de la génération MiG-23, les ailes sorties basse vitesse, ça paraît cohérent avec un problème moteur, vous allez essayer de gagner un maximum de portance. Après, dans un monde merveilleux, vous aimeriez essayer de lui mettre un petit vecteur vitesse négatif ou vers le haut. Donc il est resté comme ça en virage, ce qui n'est pas l'idéal pour son siège éjectable. Il était pas loin de la limite du domaine du siège éjectable. Donc pourquoi ne pas remettre un coup d'aile à plat et un petit coup vers le haut? Alors là, il y a deux possibilités. La première, c'est qu'il ne pouvait pas pour des raisons de commande de vol hydraulique. La deuxième possibilité, eh bien, c'est qu'il n'a pas voulu à cause de la zone vers laquelle ça aurait dirigé l'avion. Vous doutez bien que si vous mettez les ailes à plat, vous levez un peu l'avion, et il risque de partir assez loin, surtout avec cette spécificité du MiG-23 qui a cette histoire de partir faire 900 bornes tout seul. Donc ce virage gauche était peut-être volontaire. Maintenant, c'est un coût, surtout c'est des problèmes de poussée en virage, plus de traînée. Vous allez donc consommer plus et ça va réduire votre temps pour décider quoi faire pour tenter un rallumage, pour tenter de voir ce qui se passe dans la cabine, ou tout simplement pour optimiser votre bilan énergétique pour vous placer dans les meilleures conditions d'éjection. J'insiste vraiment dessus parce que c'est pas banal. Vieux siège éjectable russe, les deux pilotes s'en sont bien sortis. C'est exceptionnel parce que cette génération de sièges, contrairement à la génération de sièges qu'on peut avoir sur Rafale ou autre, est une génération très violente. Vous allez prendre du 21-22G, c'est très violent à la sortie. Le pilote en plus n'avait pas de groin. Néanmoins, ils font une éjection plutôt basse vitesse. On voit dans les images là qui sont plutôt à basse vitesse quand ils s'éjectent, ce qui a tendance à limiter le traumatisme au niveau des pilotes, mais que les deux s'en sortent bien est assez exceptionnel. Pour rappel, les Hongrois, sur 16 avions MiG-23 qu'ils avaient, ils en ont perdu 5. Donc ça reste un avion qui est
pas facile, qui pardonne pas trop, qui est d'ancienne génération. Je vous tiendrai au courant avec la sortie du rapport du NTSB d'ici un an et demi. On verra ce que ça dit. Pour Dan Filler, eh bien, ce qui risque de se passer, c'est premier rapport, tout ça, il va avoir un petit peu de paperwork, un petit peu d'interview à faire, mais je ne pense pas que ça remette en doute, s'il n'a pas de souci médical, sa capacité à retourner travailler sur 777. Peut-être un petit simu, un petit vol, pour reprendre confiance. Comme ils disent dans Top Gun, il faut revoler, il faut rattaquer de suite. Là, clairement, ça ressemble à un souci technique trahi par la machine monomoteur. Faut repartir en vol, faut jouer sur la confiance, faut pas laisser le doute s'installer. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et fly safe.